Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Citation. Je considère comme gaspillé toute journée où je n'ai pas dansé. Celui qui ne danse pas est coupé de la réalité. F. Nietzsche. Dédicace. Ce livre est principalement destiné à tous les amoureux de la danse de salon, adeptes du dancing et bal rétro et souhaitant améliorer la connaissance de leur fonctionnement. Ils ou elles pourront aussi y trouver des adaptations de leur technique de danse, qu'elle ait été apprise en école ou par la seule pratique. Les développements concernent notamment les débutants, ceux qui hésitent à se rendre dans ces lieux de danse ou qui y sont allés quelquefois, mais sans avoir le sentiment d'avoir pu en profiter complètement. Cet ouvrage peut aussi intéresser les différents acteurs qui gravitent autour des dancing et de la danse de société. Ils trouveront là une synthèse issue du terrain, leur permettant de confirmer ou infirmer leur propre perception de la discipline. Avant-propos. L'idée de ce livre provient d'une remarque d'un livre de sociologie sur les danses de couple, selon laquelle existe une frontière entre les écoles de danse et les dancing, bal ou thé dansant. Il s'agirait même d'une sorte d'antagonisme entre culture des écoles et culture de bal. Il note en particulier qu'un nombre significatif d'élèves d'un cours n'allaient pas danser en dehors des soirées, spectacles, galas ou compétitions organisées par les écoles. Étant un simple amateur qui a découvert sur le tard les danses de salon et suivi des cours dans des écoles parisiennes, je me suis vu confronté rapidement, d'abord au code spécifique que je découvrais, ensuite à l'adaptation de ce que j'avais pu apprendre en école de danse. C'est ainsi que m'est venue l'idée de rassembler des éléments, pouvant se révéler utiles à tous ceux qui se sont ou se seront heurtés à la même problématique. Les développements qui suivent n'ont pas de valeur statistique, car le public du dancing serait réfractaire à toute enquête formelle. Il ne s'agit pas non plus d'une étude sociologique de spécialistes, mais d'observations issues du terrain. La première partie du livre décrit les codes et coutumes spécifiques des lieux de danse de société, et identifie différentes catégories de leur public. Des conseils sont ensuite proposés, pour faciliter l'adaptation des partenaires à ces codes et coutumes. La deuxième partie traite de l'adaptation de la technique de danse à la spécificité du dancing. Elle découle de la constatation qu'elle n'est enseignée que marginalement dans les écoles de danse. Les ajustements danse par danse seront mis en évidence. En fin de l'ouvrage sera fournie au chapitre 3, une liste des 10 recommandations indispensables à l'usage des danseuses et danseurs. En liminaire, il faut souligner que certains considèrent la danse pratiquée en dancing ou bal comme surannée voire quelque peu ringarde. Nous ne partageons pas ce point de vue, ne serait-ce qu'en voyant le succès des émissions de danse en couple, telles que Danse avec les stars sur TF1, suivies chaque semaine par près de 6 millions de téléspectateurs. Les concurrents sont tous des jeunes issus du monde sportif, de celui de la chanson ou du spectacle. Béotien en danse de salon est devenu manifestement passionné de ce type de danse. Coaché par des professionnels de talent, il se révèle capable de réaliser des chorégraphies de très haut niveau. Cette émission contribue à dépoussiérer l'image de la danse de salon, même si le niveau des difficultés techniques dépasse largement celui de la pratique courante de bal. En est témoin également une remarque dans un article du Monde Week-end d'octobre 2012, sur les bals, le renouveau des bals popus à la parisienne. En Île-de-France, les lieux se multiplient où l'on peut danser à deux, valse musette, tango, passo ou java. Des ados venus railler ces danses d'un autre âge finissent par se prendre au jeu. La distribution par le magazine Télé 7 jours du DVD d'origine espagnole Passion de la danse, confirmant une cible grand public des danses de salon. Une émission de Capital sur la chaîne M6, le rétro pourquoi cela peut rapporter gros, soulignant notamment le retour à la mode des thés dansants. Sans oublier les dons d'accordéonistes d'un ancien président de la République, les talents, dit-on, de danseurs de tango d'un Premier ministre et la passion pour cette danse du nouveau pape François. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à la rédaction de ce livre par leurs anecdotes et remarques, tout particulièrement un autre passionné de danse, Charles Barbris, avec lequel j'ai pu échanger nombre d'idées et d'observations. Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire qu'il, ou elle, était en accord avec tous les développements de cet ouvrage, dont une partie relève inévitablement d'un prisme personnel.
François Haffen. Chapitre 1 Le dancing. Pour tenter de l'apprivoiser, comme le suggère le titre du livre, en s'adaptant à ses codes, coutumes et publics, il est nécessaire en préalable de préciser une terminologie, le cadre de son analyse et certaines de ses caractéristiques essentielles. Terminologie de la danse. Beaucoup de termes différents sont couramment utilisés, chacun se définissant par rapport aux autres en mettant en évidence tel ou tel aspect. Ils sont ainsi complémentaires. Sans essayer d'en faire un examen détaillé, on se contentera ici de les citer et de les interpréter selon la sémantique courante des termes. La danse à deux privilégie la notion de partenariat par rapport aux danses individuelles. La danse de couple relève de la même idée. Elle a l'inconvénient en langage courant d'une interférence avec la notion commune de couple, ces dernières impliquant une certaine idée de stabilité et pérennité. La danse de salon, de connotation plus élitiste, accentue l'aspect romantique et quelque peu ancien de la discipline, que l'on ne le retrouve pas dans toutes les danses, notamment si l'on inclut dans cette dénomination des danses telles le rock'n'roll. La danse sportive recouvre les 10 danses pratiquées en compétition. Elle se scinde en deux. Racines carrées les danses standards, valse viennoise, valse lente, tango, slow fox, quick-step. Racines carrées les danses latines, jive, rumba, cha-cha-cha, samba, paso doble, le jive étant la version compétition du rock'n'roll. La danse de loisir s'oppose à la danse sportive. Certains cours de danse font une nette séparation dans leur programme entre les deux, stage d'été cadence par exemple. L'intitulé d'une des fédérations, Fédération des sports de danse de France et danse de loisirs, FSD, met clairement en évidence la distinction. La danse rétro, par opposition à la danse disco. La première dénomination se référant au passé, en privilégie ainsi une apparence nostalgique. Pour corriger cela, des articles sur la danse parlent de rétro moderne. La danse musette, spécialité des guinguettes et royaume de l'accordéon. Elle a une connotation populaire marquée. La danse de société reprend la signification originelle de danse de salon, en y incluant des danses latines supplémentaires, salsa, bachata, merengue, et le rock swing. La littérature sur la danse et les articles de presse utilisent en même temps plusieurs appellations, sans différenciation évidente à chaque fois. Il en a été de même dans les émissions Danse avec les stars, alors qu'il s'agissait clairement de danse sportive. Cette prolifération de terminologie montre bien la difficulté à trouver un vocable unique et standardisé, ou encore à donner une définition précise des différents termes. Il faudrait en fait, dans chaque cas, utiliser plusieurs appellations accolées. Dans la suite, nous emploierons indifféremment divers termes sans préciser à chaque fois leur contenu, considérés en première approximation comme équivalents, sauf celui de danse sportive dont les contours sont parfaitement définis. Le champ des observations. Le terme générique choisi dans ce livre, le dancing, recouvre en fait plusieurs lieux de danse où l'on pratique essentiellement les danses rétro, par opposition aux discothèques où les danses disco sont reines. Il est vrai que les danses disco sont aussi pratiquées en dancing, mais dans l'objectif principal de permettre à tout le monde de danser en individuel. Dans certains, les deux types de danse coexistent en même temps, par exemple au Duplex à Paris qui offre 2 pistes de danse séparées, rétro et disco, sans aucune interférence sonore, ce qui est remarquable, alors que les 2 pistes ne sont séparées que de quelques mètres. Les développements concerneront donc les dancings rétro. Les après-midi dansants dans des dancings qui se consacrent au disco en soirée. Les thés dansants organisés par des associations ou comités des fêtes. Les bals populaires. Les bals musettes modernes. Les guinguettes. Chacun de ces lieux a ses particularités qui nécessitent des adaptations plus ou moins marquées de telle ou telle observation ou recommandation, qui restent cependant globalement valables pour tous. Par exclusion, les développements qui vont suivre ne s'appliquent que très marginalement aux lieux de danse spécifiques consacrés exclusivement au rock and roll, à la salsa ou au tango argentin et aux soirées dansantes des écoles. Un mot sur les guinguettes classiques, en région parisienne, celles des bords de la Marne, dont le célèbre chez Gégène. Elles sont devenues plus proches d'un dancing classique avec restaurant et orchestre que d'un bal musette à l'ancienne. On est assez loin des guinguettes de casque d'or et de celles que regrette Alain Barrière dans une très jolie valse musette.
Si l'on pouvait retrouver les guinguettes dimanche au bord de l'eau, ce serait chouette, tu serais ma Juliette, je serais ton Roméo. Les guinguettes dites à la parisienne selon l'article cité plus haut sont, dans un espace restreint, convivial et intergénérationnel, une résurgence du bal musette où l'on danse au son de l'accordéon, la java, la valse, le tango, le paso doble. La technique des danses de salon s'adapte assez facilement à la technique musette et vice-versa. On en parlera plus loin. Toute proportion gardée, le bal musette serait au dancing ce que l'opérette est à l'opéra. La connotation sexuelle des danses à deux. En danse de société, deux personnes vont entrer en étroit contact de leur corps et ce rapprochement induit tout naturellement une connotation sexuelle non négligeable. En général, on en parle assez peu, car cela relève d'un domaine privé quelque peu tabou, mais son importance est telle qu'une grande partie des analyses doit en tenir compte. Au lieu de connotation sexuelle, on peut utiliser le terme plus modéré d'une connotation sensuelle imprégnant cette activité de loisir bien particulière. Ceci explique que la danse de couple a été autrefois et encore jusqu'au XIXe siècle, ostracisée voire interdite par certains qui la considéraient comme une invitation à la débauche. Cette connotation a des avantages et des inconvénients. Au niveau des avantages, elle procure un climat certes un peu trouble, plein d'incertitudes et d'ambiguïté mais plein de charme. Cet aspect de toute façon fait partie de la vie courante, que ce soit en dancing ou ailleurs. Comme inconvénient, elle offre un prisme déformant sur l'activité et en corollaire, une certaine méfiance et retenue des acteurs, pouvant nuire à la convivialité. Les abus individuels qui pourraient découler de la présence sous-jacente de la sexualité sont cependant neutralisés par le contrôle de soi qu'entraîne notamment la présence de tiers spectateurs. Ajoutons que la technique prend quelque peu le pas sur l'aspect sensuel de la danse. Les partenaires qui s'en préoccupent vont occulter ce dernier pour se concentrer plutôt sur la chorégraphie et son exécution. À l'inverse, un spécialiste de danse à prédominance technique et sportive pourrait rendre la danse sensuelle s'il le souhaite, même dans un rock'n'roll. Il multiplierait alors les figures à base de caresses, de tours enlacés dans les bras ou de figures rapprochées, proches de celles du tango, face à face ou de côté. On peut ajouter sur ce thème que la sensualité de la danse préexiste dans le style même de la danse. Dans un texte de WikiHow, How to Ballroom Dance, on peut lire « La danse de bal n'est jamais une dirty dancing, même les danses les plus sensuelles comme le tango répondent à des codes précis. L'aspect sexuel de la danse n'existe ainsi que de façon allusive, suggérée, et non dans le contact chaud et moite entre les danseurs et danseuses. » Ailleurs dans un article, How to Dance in a Nightclub, un conseil est donné aux danseurs. Certains styles de danse à deux peuvent être sexuellement connotés. Même si vous êtes avec une partenaire que cela ne gêne pas, ne mélangez pas les comportements publics et privés. Il s'agit de danse, pas de faire des bébés. L'image de la danse de salon souffre un peu de cette connotation. Le fait d'aller danser est généralement évoqué sans détail ni commentaire de la part des interlocuteurs, mais quelques mois plus tard ces derniers demandent des adresses d'école ou de dancing. Le machisme. Le machisme est omniprésent. L'homme invite, la femme accepte, sinon elle ne danse pas, sauf à attendre les danses collectives ou solitaires. Le guidage est l'apanage exclusif de l'homme, il choisit la danse et les figures. Il fallait de toute façon sous peine de blocage définir l'invitant. Ceci peut être comparé à la priorité à droite dans le cas du code de la route qui, tout arbitraire qu'elle soit, évite blocage et accident. Le respect de la ligne de danse est ainsi un élément important du code de dancing et de bal. Il semble que la libération de la femme n'ait guère atteint le cercle de la danse de salon. Il est vrai que si elle rentre peu à peu dans les lois françaises, elle n'a pas encore réellement pénétré les esprits. Au moins le machisme dans le dancing est-il limité par des règles et des codes très présents tout au long d'une séance de danse, comme on va le décrire dans les développements ci-après. Le comble du machisme selon une danseuse serait qu'un danseur, lors d'un quart d'heure américain, refuse une invitation au prétexte que c'est moi qui invite et pas l'inverse. Cela paraît-il s'est entendu. Selon certains auteurs, l'essor des danses individuelles et le relatif déclin des danses à deux aurait été en partie lié à mai 68, date où les femmes les plus jeunes se sont voulues davantage libérées. Un mot sur l'homosexualité. Elle est quasi absente du dancing, traduction directe du machisme dominant.
La fréquentation est très largement hétérosexuelle, sauf peut-être dans de rares cas isolés et non ostensibles. Les femmes qui dansent ensemble ne le font que pour le plaisir de danser. Les homos ont leur propre dancing comme le tango dans le Marais à Paris. Un vrai dancing à l'ancienne. Tout le monde est admis mais on préfère que les hétéros soient accompagnés rites du samedi soir, en piste sur le parquet pour le musette en début de soirée, guide gay et lesbien de Paris. La mixité sociale. La danse de salon est une des rares activités de loisirs où une mixité sociale est de règle. Le dancing et encore plus le bal public sont ouverts à des origines sociales différentes, pour un coût modique et à la seule condition d'avoir une tenue vestimentaire correcte et de respecter les us et coutumes du lieu. L'environnement, le décorum et le prix peuvent cependant délimiter en partie le niveau social du dancing. Il est vrai que toutes les origines sociales ne sont pas présentes, et qu'à terme les regroupements et les rencontres qui peuvent suivre rétablissent le plus souvent une certaine homogénéité. Cependant, chaque participant et participante a l'opportunité de rencontrer des personnes différentes de tous les jours et s'enrichir de leurs différences. La mixité d'âge est variable et dépend des endroits. Elle est plus large dans les lieux de danse ouverts, bals populaires, ou spécialisés dans une seule danse et dans les guinguettes. I1. Ses coutumes et ses codes. S'il est facile pour un spécialiste de détecter les coutumes et codes du dancing et de s'y conformer, un nouvel arrivant ou une nouvelle arrivante ne les verra pas rapidement et n'en comprendra pas les raisons, risquant ainsi de commettre quelques impairs. La connaissance des rituels de la danse de société va permettre à ses participants de diminuer considérablement leur appréhension éventuelle à se lancer dans l'arène. Plutôt que d'en faire un inventaire à la Prévert, nous allons essayer de les décrire à partir du cadre et déroulement d'un thé dansant. Le lieu de danse. Les critères de choix par les clients sont très variables et difficiles à classer par ordre d'importance autrement qu'au cas par cas. Agrément de la salle, taille, propreté décor, qualité de la piste, niveau de la musique par l'orchestre ou le programmateur musical, le disc jockey, accueil, prix, clientèle, quartier, facilité de communication, horaire, niveau de danse, animation autour du thème de la danse, convivialité, etc. Le choix est le plus souvent dicté par exclusion. Certaines danseuses considèrent que des toilettes douteuses sont une raison suffisante d'éviter tel ou tel lieu. Un danseur très rétro éliminera un lieu de danse trop disco-techno ou diffusant trop de musiques étrangères. On peut cependant dire que la qualité de la musique est certainement capitale quant à l'appréciation du lieu. La glisse de la piste est aussi un critère important pour les amateurs de danse. Si elle est médiocre, cela peut ôter tout plaisir de danser, en particulier les danses techniques. L'accueil, portier, caisse, vestiaire est très variable selon les lieux. C'est un critère de choix significatif sans toutefois être prépondérant. Le plus agréable est cependant celui qui donne l'impression aux arrivants d'être invités à une soirée dansante, avec des autres avis de les accueillir. Le meilleur accueil est ainsi celui qui est fait par les propriétaires ou animateurs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.